Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Nicolas Laheurte, direction Madrid. 10 minutes. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Mon invité est born to be expat. Il a d'ailleurs même failli naître à l'étranger. Un sacré parcours à travers le monde avant d'avoir posé ses valises en famille à Madrid il y a quelques temps. Bonjour Nicolas. Bonjour. C'est vrai que t'aurais pu quasiment naître à l'étranger, comme ton frère. Ouais, exactement. Pour situer un peu mon parcours, mes parents étaient des expatriés pendant des années, notamment en Afrique et en Grèce. Mon frère est né en Guinée et éventuellement j'aurais pu naître à Athènes. Mais entre-temps, je suis allé naître chez ma grand-mère du côté d'Épinal. Un petit regret, j'aurais bien aimé naître moi sur le sol grec parce que d'une certaine manière, 11 premières années, c'est quand même une naissance à la vie. Alors après ces 11 ans en Grèce, tu reviens en France, tu fais tes études et tu vas connaître une première aventure en solo. Tu pars à Denver, dans le Colorado. Tu pars pour faire tes études, mais si je comprends bien, tu as plus fait de ski que de cours. Alors exactement, le ski étant une tradition familiale, ce que l'on ne sait pas tout à fait, c'est que sur le mont Parnasse, en Grèce, à partir de 1965, il y avait des Français qui skiaient là, dont mon papa, qui avait ouvert une forme de petite station, on va dire ça comme ça, qui a été reprise plus tard par le club de ski athénien et qui a déployé ça différemment. Et oui, moi j'ai appris le ski à 3 ans sur le mont Parnasse en Grèce. Et à l'âge de 17 ans, j'ai été habité 1 an dans le Colorado. Et évidemment, le Colorado, c'est aussi des stations de ski. Alors j'ai essayé de faire l'équivalent du bac. À nouveau sur place, que j'ai réussi, mais j'ai aussi beaucoup skié. Alors après, tu continues en France des études du côté de Montpellier. Tu repars aux États-Unis, école de guitare à Los Angeles. Alors là, une aventure rock'n'roll. Alors là, c'est un petit peu plus tard, effectivement, une sorte de break entre 2 aventures professionnelles. Et il y avait quelque chose qui trottait dans ma tête d'aller un jour faire ce qu'on appelle le GIT, c'est-à-dire le Guitar Institute of Technology. Et ça se passe effectivement à Hollywood. C'est une petite rue que certains connaissent qui s'appelle McCadden Place. L'endroit a beaucoup changé, mais l'école est toujours là. Et pendant 1 an, je me suis permis d'être à 100% dans cette passion. Alors tu rentres en France et ensuite tu te mets à travailler, tu vas bosser à Disneyland Paris, tu vas faire les Francopholies, alors sur la partie technique des Francopholies, et puis ensuite pendant 15 ans chez Ricard, notamment pour le fameux Ricard Live Music, qui doit parler aux plus anciens. Je suis désolé, moi ça m'évoque beaucoup de souvenirs. C'est vrai que ils ont arrêté ça il y a quelques années, mais c'était une tradition d'aller avec des scènes partout en France. Exactement, c'est-à-dire que l'idée, c'était que nous, on amenait notre salle avec nous en France, en réalité, et les jauges étaient assez intéressantes. On a fait des concerts à Lille, comptabilisés à 20 000 personnes, et puis le pinacle, c'était quand même la fête de la musique à Paris, à République, pour ceux qui connaissent. Alors là, on était autour d'une jauge à 50 000, comment dirais-je, validée par les autorités préfectorales sur place, donc on va essayer de leur dire qu'ils avaient raison. Moi, je partage la jauge et des grandes expériences autour d'artistes internationaux connus. En ce moment, il y a Oasis qui revient. Il y a eu Oasis notamment, Lenny Kravitz, Bryan Adams et différentes aventures. On va pas se cacher, une belle petite époque quand même. Oui, et il y avait beaucoup de succès. Pas de nostalgie, mais beaucoup d'excellents souvenirs. Et puis, on va pas se cacher, c'est extrêmement formateur, l'événementiel. J'en sais quelque chose, j'en ai fait quelques années aussi. L'idée, c'est un peu show must go on. Moi, c'est un peu ce que j'en ai retenu, c'est-à-dire que le show prévaut, donc les problématiques se règlent parce que le show doit avoir lieu. Est-ce que ça t'a aidé dans ton parcours de psychothérapeute aujourd'hui, ces expériences ? Alors, il y a quelque chose d'intéressant qui m'a construit là, c'est-à-dire l'idée de ne jamais renoncer. C'est-à-dire que dans le parcours du psychothérapeute, et notamment dans la Gestalt thérapie où c'est une co-construction avec le patient, on peut trouver des écueils sur notre parcours mutuel.
Et l'idée, c'est de se dire, j'ai aussi cette responsabilité d'amener ce patient dans une certaine direction, notamment celle qu'il souhaite lui-même. Et si j'échoue, il y a quelque chose qui me fait penser que le show must go on. Ça veut dire continuons à être, comment dirais-je, engagés dans le processus, déterminés, soutenants, et de dépasser les doutes éventuellement que l'on peut vivre dans cette expérience parfois. Alors on revient à ton parcours avec une rencontre, ta femme, qui est assez passionnée des langues, elle est trilingue, elle travaille dans un grand groupe LVMH qui va vous proposer de vivre une expatriation. Tu t'es retrouvé donc conjoint accompagnateur, Nicolas. Exactement. Alors moi, je le dis, mais sans sexisme aucun, que l'on me comprenne bien, c'est moi qui fais madame à la maison. Hein. Vous voyez, ça veut dire, mais non, mais je le dis très gentiment. Hein, quand il y a des réseaux d'expatriés, il y a souvent beaucoup de femmes qui accompagnent leur mari. Et donc, je me retrouve souvent à être celui qui accompagne son épouse. C'est nettement plus rare. Et je crois que c'est une bonne chose également. Et donc, pour plaisanter, évidemment, je me retrouve avec cette dame à qui je dis, madame à la maison, c'est moi. Vous voyez. Alors, mais bon. Le grand groupe de luxe français vous amène à Barcelone en 2018. Puis quelques temps plus tard, vous posez vos valises à Madrid. Tu vas attendre que votre deuxième fils finisse son baccalauréat pour ensuite t'installer avec madame à Madrid. C'est vrai que quand on a 2 enfants et qu'on vit l'expatriation, il y a quand même tous ces paramètres. Il faut penser à eux aussi. On peut pas penser qu'à son couple. Exactement. Alors, ça vient souvent un petit peu plus tard. Ça veut dire quand nos enfants atteignent l'âge de la seconde, notamment pour nous Français, ce cycle-là des 3 années, seconde, première, terminale, c'est un enjeu fort, hein, le bac. Et parfois, et j'en ai rencontré pas mal, il y a un parent qui décide que l'autre continue une forme de mobilité, hein, ça peut être un retour sur la France, mais aussi une expatriation ailleurs. Et l'un fait le choix de rester un temps pour que ses enfants puissent quand même avoir une forme de stabilité et avoir leur diplôme à un endroit précis. Souvent, les enfants sont demandeurs. Hein. C'est pas uniquement les parents. Hein. Ils écoutent leurs enfants qui leur disent j'ai pas envie de changer d'établissement. Ouais, c'est normal. À cette période-là, le bac, c'est bien d'avoir un peu de stabilité. Cela dit, je t'ai présenté comme Born to be expat. A priori, la fibre a été passée. Ta plus grande fille aujourd'hui fait ses études à Montréal. Ça va se poursuivre cette. C'est un peu ce que l'on essaie de promouvoir. Donc l'idée de se dire que il y a aussi des opportunités pour nous Français dans le monde et qu'éventuellement notre port d'attache ça reste la France, notre culture elle est française, mais qu'on a peut-être aussi certaines de nos valeurs, de nos qualités, de nos compétences à apporter dans le monde, et il y a quelque chose autour de ça, ouais. Ça rend l'expatriation rend l'homme meilleur. L'expatriation, je crois que ce qui précède, c'est déjà l'ouverture d'esprit. Donc ça, c'est quelque chose que l'on a les uns les autres. Et ensuite, il y a quelque chose qui nous rend davantage ouverts, qui nous amène à nous comparer, mais de la belle manière. Ça veut dire pour progresser, pour comprendre que dans la différence, dans d'autres manières de vivre, de s'exprimer, de concevoir, il y a probablement une richesse à comprendre. Une richesse que nous également nous apportons aux autres. Donc voilà, c'est quelque chose de d'une co-construction également. Hein. Il y a quelque chose qui va dans une formule de va-et-vient. Alors je salue Anna Cazel qui nous a mis en relation, que j'ai déjà reçue sur cette antenne et qui m'a parlé de toi. Tu vis aujourd'hui à Madrid. Un petit mot sur cette vie. Être un Français dans la capitale espagnole, c'est comment ? C'est un rêve, non? Non, c'est un grand plaisir. A priori, c'est pas mal. Les retours que j'ai, c'est plutôt pas mal. Alors, les Espagnols sont charmants. Ils nous apprennent des choses. Ils ont une manière de concevoir la vie qui n'est pas tout à fait la nôtre. Et peut-être sont-ils plus zen que nous ne le sommes. On m'a même dit un peu m'en-foutiste. Peut-être un peu trop m'en-foutiste. Je sais pas. Je crois qu'il y a une manière de concevoir la vie. Vous voyez, il y a une expression qu'on retrouve beaucoup ici, c'est non pasa nada. Ça veut dire, en gros, rien n'est si grave, hein, vous voyez. Et si vous présentez pas un rendez-vous amical parce que vous pouvez pas et que vous dites mon enfant est malade, par exemple, il y a beaucoup d'humanité. On est plus dans c'est pas important. L'important c'est ton enfant, vous voyez, que l'on se voit. Vous voyez, en France, on est un peu des fois dis donc, il me prévient à cette heure-ci, dis donc, hein, c'est un peu quand même, voilà.
Ici, c'est beaucoup autour de l'humain, de la famille, des relations personnelles, et éventuellement, c'est ça la priorité. Donc, le reste, c'est pas trop grave. Alors, il fait beau, on mange bien, il y a plein d'avantages. Trouve-moi un truc qui va pas à Madrid, quand même. Parce que c'est trop facile de me trouver les choses qui vont bien, hein. Qui va pas à Madrid, éventuellement. C'est ce qu'on entend beaucoup, autour de la relation de travail, qui serait que il reste encore une espèce de grande légitimité du chef. Voilà. Et que éventuellement les Madrilènes ou les Espagnols très simplement ont une difficulté à remettre en cause l'autorité et le statut. Voilà, c'est peut-être ça. Donc il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la proactivité qui est pas tout à fait encore là, ou de se lancer de manière indépendante dans ce que l'on veut défendre, etc. Bon, est-ce que c'est un réel défaut? Je ne sais pas. Peut-être. Bon, à discuter. Côté professionnel, tu laisses l'événementiel derrière toi. Tu te formes à la thérapie Gestalt. Est-ce que tu peux me la présenter en 2 mots? Alors, la thérapie Gestalt, c'est une thérapie psychothérapeutique. Hein. Ouais, voilà, on est dans une thérapie verbale, donc dans des échanges verbaux. La Gestalt, elle est plutôt intéressée par le comment plutôt que le pourquoi. Hein, c'est-à-dire comment j'évolue aujourd'hui dans mon environnement, parce qu'on est beaucoup autour de l'individu dans son environnement. Elle a à voir avec ce qu'on appelle l'ici et maintenant, c'est-à-dire comment j'évolue de manière actualisée dans mon environnement, pas comment j'évoluais. Hein, il y a quelque chose de très intéressant là-dedans. On est assez formé à repérer nos schémas répétitifs et peut-être ceux qui nous freinent, ceux qui nous enferment, et comment éventuellement on pourrait aller de l'avant autrement. Et puis, il y a beaucoup quelque chose autour de la responsabilité, mais autour de la responsabilité pour restaurer ma capacité de choix. Ça veut dire on est vraiment dans l'idée que l'individu en conscience peut faire des choix. Ça veut dire que il connaît sa mécanique, connaît son fonctionnement, et éventuellement, il va pouvoir faire des choix plus éclairés, de manière responsable. Aujourd'hui, tu accompagnes des Français dans le monde entier grâce au distanciel, à la visio, et également un peu de présentiel. Alors, on l'a très souvent dit sur cette antenne, mais le distanciel, quand on est psychothérapeute, tout le monde me dit que ça fonctionne très bien, voire presque mieux, la personne étant sans doute plus concentrée sur le travail. Oui, et puis, vous savez, moi, je prends l'exemple du cinéma. Est-ce que quand je vais voir un film, je n'ai pas d'émotion ? Vous voyez, comme si le média l'empêchait. Ben non, voyez, hein, c'est ça qui est important aussi, c'est que dans ces échanges, hein, même à travers l'image et une forme de distance, l'émotion passe. C'est ça qui nous intéresse aussi. Hein. On est capable d'émotion même dans ce format. Hein. Et donc, non, ça fonctionne très bien. Je suis même étonné. Moi, j'ai des clients français. J'en ai à Singapour, j'en ai au Mexique, j'en ai en Australie, j'en ai à Chypre, j'en ai en Suisse, j'en ai aux Pays-Bas. Enfin, c'est une heureuse surprise hein, de voir que c'est possible hein, et que en plus on peut rencontrer des Français du monde hein, par ce biais-là. Et j'en ai aussi sur place, en présentiel, hein, parce que ça aussi pour moi c'est important. Et dans mon idée, c'est quand même d'être le plus possible au service de ma communauté. Il y a quelque chose qui m'intéresse là. Hein. Voilà. Alors tu accompagnes des adultes, des adolescents, des couples. On a le site internet nicolaslaheurte.com qui est disponible en lien dans le descriptif de ce podcast pour pouvoir entrer en contact avec toi. Et puis, si un auditeur s'intéresse à cette méthode de thérapie et qu'il veut en savoir plus, je suppose qu'il peut échanger facilement avec toi dans un premier temps. Ah, bien sûr, moi je suis très très ouvert aux échanges hein, et il y a quelque chose qui est important, c'est-à-dire que ce qui est essentiel, c'est le lien thérapeutique et le lien thérapeutique, il est unique. C'est-à-dire les personnes dans cette relation sont 2 personnes uniques, donc on a besoin de connaître notre interlocuteur pour comprendre si on est confortable avec lui. Et si on ne l'est pas, ça peut arriver, c'est pas une déception ou un échec. Il y a quelque chose de notre fibre, quelque chose de notre sensible qui peut-être est moins heureux là ou est plus heureux là. Par chance, souvent, ça fonctionne. Très bien, c'est la bonne nouvelle. Nicolas, merci beaucoup pour la présentation de ton parcours, de ta vie à Madrid et de ton travail. Au plaisir de te retrouver sur Français dans le monde.
Vos podcasts sur la mobilité internationale sont sur fdlm.fr Français dans le monde. et sur YouTube en cherchant Français dans le monde.